Bien, nous avons maintenant l'honneur et le bonheur de pouvoir écouter Jean-Yves Tadier, qui est bien connu dans ces lieux, puisqu'il a été professeur à l'université d'Oxford dans la chaire Maréchal Foch et Fellow d'All Souls, et qui par ailleurs est revenu souvent nous voir, et on est toujours très, très content de l'accueillir. Il est maintenant professeur émérite à la Sorbonne. Il a publié sur beaucoup d'auteurs, beaucoup de sujets, récemment sur Jules Verne, par exemple, de merveilleux livres dont nous nous servons tous sur le récit poétique et sur toutes sortes d'autres notions, récemment sur le roman contemporain. Mais évidemment, s'il est là aujourd'hui, c'est à cause de ses travaux sur Proust qui font de lui le plus éminent proustien de sa génération. C'est certainement le cas. Et donc, il y a l'incontournable Proust et le roman que vient de citer Nathalie, de 1971, la biographie de Proust de 1996, et ces dernières publications autour de Proust comprennent un livre paru l'année dernière, je crois, Le lac inconnu, entre Proust et Freud. Il a édité récemment les lettres de Proust à sa voisine, et un volume très impressionnant que j'ai pu voir à Paris la semaine dernière. Il a dirigé un travail extraordinaire sur le facsimilé de Combray, fait par Charles Mellat, chez Gallimard, ben voilà, c'est un facsimilé du manuscrit avec tous les paperoles. Voilà, c'est une réalisation extraordinaire, et Jean-Yves m'en avait parlé il y a quelques mois, ici même à Oxford, en me disant que je crois que ça a été fait en Chine, cette production. Mais je sors du sujet, alors on ne va pas parler de ça pour l'instant, puisque pour l'instant il s'agira de Désir funèbre. Merci Michael. Je remercie Anne-Simon de m'avoir gentiment convié à cette journée sur les émotions. Anne-Simonin de m'accueillir dans ce lieu où je suis venu, je crois, pour la première fois il y a 36 ans. Et en effet, j'avais mes habitudes jusqu'à ce que des raisons familiales y mettent fin. Et donc je suis très content de renouer avec cette tradition. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tracasse depuis plusieurs années. C'est un texte qui se trouve au milieu du temps retrouvé. Nous sommes pendant la guerre de 14, j'ai honte de l'avouer, parce que j'ai l'air de faire des doublements démagogiques en fêtant 2 centenaires d'un coup. En 1916 exactement, le narrateur, après de longues années en maison de santé, revient à Paris, et Paris va être bombardé par les avions allemands, pour la première fois d'ailleurs de son histoire. Première fois que Paris est bombardé par avion. Et c'est l'émotion qui est au cœur de ce passage. C'est une émotion qui nous est commune, comme d'ailleurs toutes, avec les animaux, c'est la peur. Et je voudrais montrer comment cette peur, liée d'autre part au sentiment de culpabilité, autre crainte qui habite l'être humain, va être recouverte par des sortes de couches superposées. La couche apparente, c'est celle de Paris pendant la guerre de 14, qui risque d'être détruite. La deuxième couche, c'est Pompéi, image métaphorique qui court à travers tout le texte. Et la troisième, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est tout le fonctionnement de l'art de Proust qui, à partir de cette émotion elle-même matérialisée dans l'évocation en apparence complètement anodine d'un animal dont le nom s'écrit en 3 lettres, le rat, va nous amener à d'autres interprétations encore. J'utiliserai la méthode de Roland Barthes dans SZ, c'est-à-dire, je parlais de codes superposés.
Je regarde ma montre. Malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup d'espoir parce qu'elle s'arrête. Donc, je risque de ne pas aller jusqu'à minuit si vous ne m'interrompez pas. Donc, selon un premier code, celui du récit, nous sommes donc en 1916. Le narrateur revient à Paris après bien des mésaventures amoureuses, après la mort de sa fiancée Albertine, après un voyage à Venise. Il s'est retiré pendant longtemps dans une maison de santé et il revient en pleine guerre mondiale. Il suit un chemin linéaire dans Paris, celui d'ailleurs bien attesté en littérature, de la promenade nocturne. C'est un vieux thème romanesque. Et cette promenade dans le présent va vite devenir une promenade dans le passé, un passé d'abord individuel, puis historique et commun donc à l'humanité. Il était en train de se diriger vers ses vieux amis, les Verdurins, que nous connaissons depuis bien longtemps, depuis 2000 pages, depuis le premier 2500 pages, depuis le premier volume Du côté de chez Swann. Il se réfugie dans un hôtel pour se rafraîchir et se reposer. Et Paris, à ce moment-là, est d'abord un décor des 1001 nuits, premier intertexte. On sait bien que les 1001 nuits, c'est le troisième grand texte présent dans ces pages, après la Bible et après l'histoire romaine. Le narrateur a vu en effet plusieurs contes des 1001 nuits réalisés devant lui. Il a observé dans cet hôtel des métamorphoses étranges, comme celle de Charlus, flagellé au milieu d'un harem de jeunes gens. Et de nouveau dans la rue, il est surpris par un bombardement aérien. Les avions présents, lui rappellent tout à coup un avion passé, avion d'ailleurs pacifique, qui était mentionné dans Sodome et Gomorrhe et dans La Prisonnière. Et la première fois qu'il avait vu un avion voler dans le ciel, alors que l'avion existait encore très peu, il avait été bouleversé, il avait eu les larmes aux yeux. On sait d'ailleurs combien le thème de l'avion évoque de choses pour l'auteur qui est en train d'écrire le mot « avion ». L'alerte aérienne mène alors au thème des Pompéiens, surpris par une éruption fatale en pleine rue. Les Pompéiens, d'ailleurs, ce sont d'abord les habitants de l'hôtel de passe pour hommes et pour sadomasochistes, où le narrateur s'était réfugié. Deuxième code, il y a un code historique dans ce texte. Le bombardement de Paris est en effet au cœur du passage. Ce sont donc les premiers bombardements qui aient jamais eu lieu sur une capitale dans l'histoire du monde, dans la nuit du 30 au 31 janvier 1918. 1918, c'est l'histoire, la biographie. Bien sûr, nous sommes rappelés en 1916 par le roman. Mais c'est le 30 janvier 1918 que ces bombardements ont eu lieu. Et Proust les mentionne dans une lettre de ce moment-là à Madame Strauss. Le soir des Gotha, les Gotha sont les premiers avions allemands, j'étais allé entendre le deuxième quatuor de Borodine chez Gabriel de La Rochefoucauld. La voiture qui le ramène a une panne. Il assiste alors dans la rue à tout le bombardement, avec courage et imprudence évidemment. Si on se reporte à un livre extrêmement précieux pour tous les commentaires de texte de cette époque, qui est le vieux livre d'Elisabeth Hausser, qui est sur Paris de 1900 à 1919, à travers la presse. C'est un véritable calendrier ou agenda paru jadis aux éditions de Minuit, en 68, ce qui explique que c'est pu passer inaperçu. Donc, nous trouvons en effet que cette nuit-là, 28 Gotha, volant à 3000 mètres, avaient lancé 91 bombes sur Paris et 165 sur la banlieue, en faisant ainsi, un peu au hasard, 65 morts et 187 blessés. Proust élèvera cette réalité historique jusqu'au mythe, en passant par les restrictions de son propre point de vue, qui est celui de Fabrice à Waterloo. Et il va introduire un parallèle entre
cette sorte de fin du monde du bombardement aérien, parce qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'on ne sait pas combien il peut y en avoir encore, combien de morts ils vont faire, quelle suite va être donnée à la guerre à la suite de cela. Ce parallèle est d'abord mis dans la bouche du héros principal de l'épisode, c'est-à-dire le baron de Charlus. Vous savez que dans le sommaire du Temps Trouvé, l'épisode s'appelle « Le baron de Charlus pendant la guerre ». C'est dans sa bouche qu'est mis d'abord le parallèle entre Sodome et Gomorrhe et qui est évoqué pour une première fois l'inscription tracée sur un mur d'une maison de Pompéi, Sodoma Gomorrha. Le texte se souvient ainsi, au moment de la guerre, de lui-même, c'est-à-dire de la conversation antérieure, et à mesure que le texte progresse, il se libère d'anciens souvenirs et en récupère d'autres. Le troisième code est un code symbolique, comme bien souvent avec Proust, bien sûr. Le bombardier allemand rappelle au narrateur l'avion rencontré jadis à la Raspelière comme un dieu qui avait fait cabrer mon cheval, écrit-il. Le pilote était alors comme un demi-dieu grec, image inspirée d'ailleurs elle-même d'une œuvre d'art, de 2 toiles mythologiques d'Elstir que le héros venait de contempler, toiles d'Elstir qui provenaient, elles, de Gustave Moreau. On a déjà 4 plans d'interprétation. Ce qui est merveilleux avec Proust, c'est qu'on ne s'arrête jamais à la surface d'un texte et d'un niveau, on descend à un autre. Mais maintenant, le demi-dieu grec si séduisant, est devenu le dieu du mal, par une sorte d'inversion, celui qui tue. Et alors, dans ce moment, est évoqué un nouvel élément capital à la fois pour ce passage et finalement pour tout le texte, qui est le sentiment de culpabilité. Ou plutôt son inversion. Car d'habitude, nous dit le narrateur, les habitués de l'hôtel de Jupien, qui sont non seulement homosexuels, mais aussi probablement sadomasochistes, sont délivrés de la crainte dont ils étaient maladivement persécutés depuis longtemps, dit-il. Car rien de tel pour nous délivrer du sentiment de culpabilité qu'une vraie crainte extérieure. Il y a chez eux, d'habitude, la crainte objective de la répression policière et judiciaire qui s'abat périodiquement et qui n'a pas fini de s'abattre à travers le monde sur les homosexuels. Il y a en plus une anxiété qui intègre, bien sûr, cette crainte objective, une angoisse, un sentiment de persécution maladif, dit Proust, depuis longtemps. Or, la crainte de la mort à cause des avions va effacer cette crainte morale et la peur collective va effacer les craintes individuelles. Dans une magnifique réflexion sur ce rapport entre individu et collectivité face à la peur. Et de même, la police est maintenant occupée à des tâches beaucoup plus urgentes de protection de la population et ne risque plus, dit Proust, de les déshonorer. Et l'homme qui écrit de les déshonorer, c'est celui qui a été pris dans une rafle dans l'hôtel de Lucusia, et comme l'a signalé Laure Murat dans un très bel article, et on a dans l'hôtel de Lucusia, une descente de police surprend, à jouer aux cartes d'ailleurs simplement, 2 soldats Lucusia et M. Marcel Proust, rentier. Dit le rapport. Donc, c'est l'homme qui a été pris dans cette rafle qui écrit ici. Et ce sentiment est à rattacher aussi à un petit mot de 3 lettres, le mot « rat », et c'est ce que nous allons voir maintenant en étudiant ce qu'on peut appeler le code autobiographique ou la remontée d'un fantasme. La peur est subjective, note alors Proust. L'échelle des craintes ne correspond pas à celle des dangers qui les inspirent. Et c'est la phrase « On croit avoir peur d'un rat et pas... On peut avoir peur d'un rat et pas d'un lion ».
on peut passer. Ces mots ont l'air tout à fait innocents, bien entendu, et tout le monde dit, mais oui, pourquoi pas. Le lien entre le lion et le rat est évidemment bien attesté par le code culturel, par exemple dans le lion et le rat de La Fontaine. Il était déjà question d'ailleurs de la peur des rats dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, lorsque Madame Verdurin dit à Madame Swann, qui habite un quartier perdu, un quartier complètement dévalué, l'île Saint-Louis, « Vous n'avez pas de rat au moins? J'en ai une peur épouvantable !» Le rat, dans l'existence du narrateur, renvoie discrètement au rêve étrange des parents, changés en rats couverts de pustules et enfermés dans une cage. Je cite. Les cauchemars, avec leurs albums fantaisistes, où nos parents qui sont morts viennent de subir un grave accident qui n'exclut pas une guérison prochaine, en attendant, nous les tenons dans une petite cage à rats, où ils sont plus petits que des souris blanches et, couverts de gros boutons rouges, plantés chacun d'une plume, nous tiennent des discours cicéroniens. Ce texte incroyable se trouve au tome 2 de la Recherche de perdu, page 186. On se souvient aussi du père de Marcel Proust, comme j'avais trouvé dans un rapport de police, Adrien, disant dans une interview en faisant visiter son laboratoire de recherche, les rats, il n'y a que cela. Et j'avais imaginé que parfois à table, rue de Courcelles ou boulevard Malesherbes, il se laissait aller à dire à sa famille, les rats, il n'y a que cela. Et le petit garçon, le petit Marcel, absolument terrorisé, en entendant cette phrase reliée pour toujours à son père. On trouve bien sûr la même association, vous y avez déjà pensé, si vous ne dormez pas complètement, dans une des 5 psychanalyses de Freud, l'homme au rat. On sait aussi, bien sûr, par divers témoignages, on le regrette, mais c'est comme ça, que Proust faisait apporter dans une chambre d'hôtel des rats qu'il faisait transpercer avec des aiguilles. Le docteur Proust était toujours ainsi, donc, remis à mort, comme Vinteuil sous les crachats de sa fille du côté de chez Swann. Le pervers se rejoue toujours le même film pour arriver à l'orgasme. Cette couche biographique, révélée par l'archéologie du texte, on voit que c'est à la faveur d'une allusion infime, comme un petit bouton de fièvre qui peut trahir une très grave maladie, comme la fleur à la bouche de la pièce de Pirandello. Proust, d'ailleurs, ne met jamais en scène dans son roman une chasse aux rats et ne vérifie jamais les témoignages de Sachs, de Walter Benjamin, de John Agaty. Mais les plumes plantées sont cependant la transposition des aiguilles. Et ce rite funèbre s'accorde donc avec l'agonie de Paris-Pompéi et avec le sentiment de culpabilité, ce qui nous mène à un code archéologique, celui de Pompéi. Ici, on remontera à l'adolescence de Proust. Il répond à 13 ou 14 ans au questionnaire d'une amie, Antoinette Faure, à la question que je cite en anglais, puisqu'elle est en anglais, « If not yourself, who would you be ?» Il répond d'abord « moi-même, mais j'aurais cependant bien aimé être Pline le Jeune. » Et il répond à la question « Your heroes in your life ?» Il répond de nouveau Pline le Jeune. Pendant longtemps, je n'ai absolument pas compris du tout pourquoi cette réponse. Il l'avait certes étudié au lycée, comme nous tous, traduit en classe de 3e ou de seconde. Mais pour comprendre cette allusion, il faut se reporter aux 2 lettres célèbres à Tacite, enfin célèbres, je n'exagère peut-être, où Pline le Jeune raconte l'éruption du Vésuve en 79. Vous savez que dans la première de ces lettres, il raconte la mort de son oncle, Pline l'Ancien, asphyxié par la fumée. Stabile, exactement. Dans la seconde, qui nous importe le plus, il répond à la question de Tacite. Qu'a-t-il éprouvé lui-même
le 24 août 79 à 10h15 du matin, enfin, je transpose les dates pour simplifier, alors qu'il était en train de lire Tite-Live, allongé sur un lit, et en notait des extraits. Il se trouve d'ailleurs à Misène, un peu moins éprouvé que Pompéi. Et je cite maintenant le texte de Pline le Jeune. « Pendant cette nuit, les secousses redoublèrent de violence au point que tout semblait non agité, mais renversé. Un ami venu d'Espagne reproche alors à Pline et à sa mère leur inaction. Je n'en restais pas moins attentif à mon livre. » Il n'arrive pas à se séparer de sa lecture. Et puis finalement, la mère et le fils se décident à quitter la ville. La foule épouvantée nous suit à flots longs et serrés. Elle nous presse, elle nous pousse. La mer semblait rentrer en elle-même, comme repoussée par les secousses de la terre. De l'autre côté, une nuée noire, horrible, déchirée par le clat de feu qui jaillissait en serpentant, s'entr'ouvrait, laissant voir de longues flammes semblables à des éclairs et plus grandes. Et peu à peu, la nuée descend sur la terre, couvre la mer. La mère de Pline le presse de fuir tout seul parce qu'il est jeune, il se sauvera, avec elle, il mourra. Et elle, dit-elle, affaiblie par les années, elle mourra heureuse si elle n'est pas cause de sa mort. De ma mort, en fait. Mais moi, je lui réponds que si je dois être sauvé, ce ne sera qu'avec elle. Et c'est certainement cette attitude filiale qui motive l'admiration du jeune Proust pour Pline. Ce couple fuyant dans la main, l'a frappé pour toujours. La population s'enfuit terrifiée. Il y en avait qui, par peur de la mort, écrit Pline, réclamaient la mort. Dans cette nuit en plein jour, de nouveau les ténèbres et les cendres abondantes et lourdes, je me figurais que moi avec tout et tout avec moi, nous allions périr, misérables, mes grandes consolations de ma mort. Et puis finalement, le soleil reparaît, tout couvert de cendres. Donc les habitants de Pompéi n'eurent aucune chance, ils furent ensevelis, on a retrouvé beaucoup de ces corps d'ailleurs. Ils s'enfuirent, mais ils furent rattrapés. Et on a retrouvé en ville, en 1906, à peu près 200 corps, le reste étant rattrapé dans la campagne jusqu'au port. C'est sur ce texte que Proust va, en une sorte de palimpseste, écrire le sien. L'affolement nocturne de la foule fuyant le bombardement volcanique est métamorphosé en une étrange bacchanale autour du mauvais lieu, et deux équivalences sont alors posées entre le mauvais lieu pompéien. On a retrouvé entre 25 et 28 du Panard à Pompéi, ce qui pour une ville de 10 000 habitants peut suffire évidemment, et puis le mauvais lieu proustien, entre le Vésuve en éruption et entre le bombardement allemand. Et puis il y a une autre équivalence symbolique entre le sexe et la mort, comme si la mort menaçait les habitants imprudents de Sodome. Proust cite en effet par deux fois une inscription retrouvée à Pompéi, Sodoma Gomorrha, déchiffrée sur un mur de la ville morte. Au moment de l'édition de la Pléiade, j'ai cherché comment Proust, qui n'était jamais allé à Pompéi, ou d'ailleurs il ne l'aurait pas vu, avait eu connaissance de cette inscription. Et c'est en lisant un livre de la collection des Villes d'Art chez Laurent, dû à Thédenat. Thédenat était un oratorien, archéologue et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qu'il a trouvé cette mention avec la référence précise de la maison à l'intérieur du plan de Pompéi. Et à Naples, l'autre jour, m'entretenant de cela avec l'archéologue chargé des fouilles qui ont encore lieu dans cette ville, j'ai eu la chance de pouvoir avoir pour la première fois cette inscription que je vais vous montrer. Cette inscription se trouvait bien dans une maison de Pompéi. Les archéologues d'ailleurs ne l'ont jamais étudiée et ils se sont contentés de la transférer au musée de Naples, où elle se trouve maintenant, légèrement amputée. Mais la voici, en latin cursif, évidemment, pour la première fois. Je crois que personne ne l'a vue. C'est à peu près ça. Je sais pas si vous voyez qu'il manque le A. Le A est tombé au moment du transfert, du découpage et du transfert au musée.
Voilà donc la véritable inscription à quoi Proust fait allusion. Il y a donc une jouissance funèbre atteinte au bord de la mort. En regardant les rats transpercés, les habitants de Sodome menacés, les parents à l'agonie, comme la mère de Pline, que de couches personnelles, puis littéraires, puis historiques, superposées, d'autant que ce n'est pas fini, si j'ai encore quelques minutes. Pompéi est aussi une réécriture de la Bible. Il y a un schéma, donc, Bible et Sodome, Pompéi et Pline, Paris, Charlus et Proust. En venant d'établir un parallèle entre Paris et Pompéi, Charlus, avant le bombardement d'ailleurs, avait dit « Que de ressemblances s'imposent !» Et cette lucidité qui nous est donnée n'est pas que de notre époque. Chacune l'a possédée. Si je pense que nous pouvons avoir demain le sort des villes du Vésuve, celles-ci sentaient qu'elles étaient menacées du sort des villes maudites de la Bible. On a retrouvé sur les murs d'une maison de Pompéi, etc., cette inscription révélatrice Sodoma, Gomorrha. Donc, la ville de la joie de vivre et de la volupté qui était Pompéi est condamnée comme Sodome, peut-être d'ailleurs comme notre planète. Notons que dans l'assez long et terrible récit archaïque biblique, les fautes des sodomites n'étaient désignées que par hasard. On ne voit pas dans le texte de la Genèse de rapport direct entre hommes, pas plus que pour Gomorrhe. De quoi s'agit-il en réalité lorsque les habitants de Sodome veulent s'emparer des envoyés de Yahvé pour abuser d'eux? On a l'impression qu'effectivement, là, ils sont conformes à leur réputation future. Et sur les Gomorréennes, il n'y a rien. Proust reprend explicitement la Bible dans le titre, bien sûr, de Sodome et Gomorrhe, et dans son sous-titre, première apparition des hommes-femmes descendants des habitants de Sodome, épargnés par le feu du ciel. Le feu du ciel. Il est ici. La lecture souterraine de la Bible donne toute sa profondeur au récit pompéien qui lui-même donnait encore une profondeur au récit de guerre. Pline nous montre d'ailleurs les fuyards de Pompéi interpellant les dieux et demandant pourquoi ils sont leurs victimes. Et ainsi nous sommes reliés aux origines de l'humanité, à cet héritage sacré de la littérature européenne qui descend à la fois de la Bible et du monde gréco-romain. Il y a, d'autre part, bien sûr, un érotisme nocturne dans ces dernières nuits de Pompéi ou de Sodome. Proust télescope à la fin de son texte le sous-titre de Sodome avec le thème pompéien, quelques-uns de ces Pompéiens sur qui pleuvait déjà le feu du ciel. L'érotisme proustien est donc ainsi désérotisé comme le café décaféiné. Proust n'est pas intéressé, en effet, à produire un désir physique, ce qui est la définition, après tout, du texte érotique ou du texte pornographique encore bien plus. Proust n'est pas du tout intéressé à produire en nous un désir physique, mais un désir de vérité. L'amour s'accomplit dans la nuit, au moins en ce temps-là, à plus forte raison, l'amour interdit. C'est le mythe de Psyché que nous retrouvons. Psyché, avec ses célèbres lampes, viole l'interdit général. Et l'obscurité n'est pas sans effet sur le plaisir. Elle en supprime. Il y a là une analyse tout à fait étonnante où Proust montre que l'obscurité supprime le premier stade du plaisir, celui des préliminaires, des préambules. En effet, ce qu'il va montrer maintenant, c'est comment les Pompéiens, les Sodomites, rescapés du bombardement, mais se retrouvant dans des abris, vont pouvoir se rapprocher. Et à ce moment-là, on supprime les yeux qui se rencontrent, les marivaudages de salon, la parole même, dit Proust. Sans demander de permission, les mains, les lèvres, les corps peuvent entrer en jeu les premiers. Et c'est une extraordinaire audace que celle de
cette description du plaisir enregistrée dans sa nudité en pleine guerre avec une sorte d'indécence. On entre ainsi de plein pied, dit Proust, dans un domaine de caresse où l'on n'accède d'habitude qu'après un certain temps. C'est bien ici le projet de Proust, finalement, de nous faire entrer de plein pied dans le domaine de l'éros, mais d'un éros sans amour, sans parole, sans regard, sans indication de sexe masculin ou féminin. Dans la nuit se révèle donc la sexualité nue, une sexualité exacerbée par la menace de la mort, par la suspension du jugement moral et par la fin du sentiment de culpabilité. Et ainsi, les Pompéiens, les Sodomites, les Parisiens oublient la mort imminente pour l'intensité de la quête du plaisir. Dans l'histoire de Pompéi, le plaisir était bien sûr avant la catastrophe, et l'audace de Proust, c'est de le mettre pendant la catastrophe elle-même, comme si la mort devenait plaisir ou comme si le plaisir tuait. Et cela nous renvoie à la dernière phrase, qui est extrêmement belle, mais que j'ai probablement égarée. Nous sommes donc, Proust nous dit, l'obscurité persiste dans les ténèbres des catacombes. Et dans la dernière phrase, nous avons une sorte de ces phrases à superposition de Karl Spitzer et qui apporte à la fin comme une délivrance. La structure de la phrase, en effet, témoigne de sa réécriture, comme les spécialistes de la Genèse pourraient nous le confirmer. Sous le récit apparent de ce que croient les habitués de Jupien, on trouve l'essence, la vérité mythique de l'histoire, le volcan, le mauvais lieu pompéien, les rites secrets dans les catacombes. Dans un art de la période, lui-même latin d'ailleurs, cicéronien en effet, que Proust puise aussi dans sa faculté de voir simultanément les choses les plus diverses. Deux périodes de l'histoire, l'apparence et la réalité, Pompéi et la guerre de 14, Pompéi et Sodome. Proust, en somme, resitue les hasards chaotiques du monde en donnant une vision ordonnatrice. Et la superposition nous indique que par-delà les petits faits, il faut chercher les grandes choses, le contingent dominé par l'éternel. Paris bombardé rejoint Pompéi et Sodome, et l'histoire biblique rejoint celle de Proust lui-même, habitant de Sodome, dans un jugement dernier païen. L'histoire du monde est le jugement du monde, a écrit Hegel, avec un jeu de mots en allemand, sans juge et sans Dieu, sans lumière et momentanément sans espoir. Je vous remercie. Je vous remercie, Jean-Yves Tadier, pour cette très belle communication, cette très belle lecture qui nous rappelle la richesse inouïe du roman proustien, avec cette extraordinaire superposition, ces couches que vous avez éclairées dans un sens à l'aide de Roland Barthes, mais Barthes, en quelque sorte, ne s'inspirait que de ce texte, de ce genre de texte merveilleux qu'il avait donc devant lui quand en tant que lecteur de Proust. Je profite pendant que vous avez qu'est-ce que quelqu'un a déjà une question? Je vous donne le temps de... Oui, merci infiniment, Jean-Yves. C'était extraordinaire de voir cette inscription. Donc c'est en en 1915 ou 16, j'ai un trou que Proust écrit à Gallimard pour lui dire qu'il a un nouveau titre. Donc c'est pendant la guerre que le titre Sodome et Gomorrhe se fixe. Donc ma question c'était à quel moment sort ce livre de la collection Laurence, je suppose sur Pompéi. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre les deux ou... Oui, alors
dans la collection des villes d'art de Laurence, que Proust a beaucoup utilisé, par exemple pour Florence, pour Venise. Pour Venise, il reprend là la description des frères Rosenthal, auteurs du livre, pour décrire Carpaccio. Et il consulte aussi d'ailleurs les monographies sur les peintres du même éditeur. C'était des livres d'art comme on pouvait les faire à l'époque, avec des photos en noir, mais tout de même 200 photos en noir pour ce qui est de Pompéi. Et ce livre sort en 1906. Donc, à quel moment Proust se le procure-t-il? Nous ne savons pas, parce que le livre n'est pas mentionné dans ce que nous connaissons de sa correspondance, je crois. Mais la seule source possible est bien ce livre-ci. C'est le seul ouvrage qui fasse état d'une inscription qu'encore maintenant, encore une fois, les archéologues que j'ai interrogés m'ont dit que la tradition archéologique ne s'était absolument pas intéressée à cette inscription. Le seul archéologue qui soit intéressé à l'inscription, c'est Marcel Proust. Ce qui est tout de même fabuleux, comme pour des tas d'autres domaines de la pensée ou du savoir, on découvre qu'il était là avant tout le monde. Donc, le livre en 1906, l'est-il dès ce moment-là? Songe-t-il déjà à ce moment-là à y revenir? Ou bien est-ce que c'est au moment où, écrivant, il ressent le besoin d'une documentation supplémentaire, ces fameux livres qu'il allait faire chercher à Libréfontaine, libraire insomniaque de son quartier, et qu'il rendait le lendemain matin parce qu'il ne voulait pas les garder, en coupant juste les pages qu'il... nous ne savons pas. Nous ne savons pas, je ne sais pas s'il l'avait depuis longtemps ou pas. J'aurais tendance à penser qu'il a dû utiliser ça au moment même. Oui. Merci pour cette très belle intervention. J'ai juste une toute petite question. C'est si le sens des villes ensevelies ne peut pas aussi être un sens positif, c'est-à-dire d'une promesse de résurrection, puisque en fait Pompéi a bien été détruite, mais on l'a retrouvée, elle est renée. Et je pense surtout à l'utilisation qu'en fait Nerval, que, comme on sait bien, comme vous deux, vous savez surtout très bien, qui était un des auteurs très admirés par Proust. Nerval utilise les heures d'Herculaneum, Herculanée, je ne sais plus en français, comme une promesse de résurrection et de l'abolition du temps linéaire, ou du moins c'est comme ça que je l'ai interprété moi-même. Je me demandais donc si Pompéi n'avait pas ce sens d'une promesse pour Proust. Elle n'est pas mentionnée dans le texte, mais pas plus que pour Paris d'ailleurs, mais on peut penser que le fait même d'écrire la destruction de Paris, et il espère que son texte survivra. C'est exactement comme la méditation qui suit la mort de Bergotte, mort à jamais, qui peut le dire. C'est vrai aussi des villes. Et d'une façon, les textes de Pline le Jeune sont une sorte de survie de la ville qu'on peut toujours visiter d'ailleurs avec émotion, et qui a d'ailleurs qui a eu un très grand avenir littéraire, puisque de nombreux écrivains s'en sont inspirés, ont écrit sur elle, lui ont situé des scènes. Proust n'est pas le premier. Et d'ailleurs, la mention à un moment du texte des derniers jours de Pompéi est évidemment aussi une allusion au célèbre roman que tout le monde a lu, et surtout que tout le monde avait lu, Les derniers jours de Pompéi de Lord Lytton. Donc oui, il y a une espoir de survie littéraire. Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur connaissance, savoir, etc. Je crois que votre intervention et le retour de Jenny Ferrier après montre bien à quel point l'affect se nourrit de la connaissance livresque, entre guillemets, puisque là, on a, comme vous le dites, des couches et des couches de livres qui viennent en quelque sorte former le soubassement d'un rapport affectif à soi et d'un rapport fantasmatique à soi avec cette histoire des parents comparée à des rats qui reste quand même quelque chose de... une sorte de point aveugle pour moi dans le... Il y a une archéologie individuelle à l'intérieur de l'inconscient, pourrait-on dire, et du passé de cet inconscient, si l'inconscient a un temps, ce qui n'est même pas sûr, et qui
se marient admirablement ou s'enfouissent extraordinairement avec ces villes superposées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lire ce texte en détail sans une sorte de frisson augmenté par l'absence de chauffage de la maison française. Évidemment, on ne peut pas ne pas frémir en lisant cela parce que l'écrivain surmonte ses angoisses, mais en nous en donnant à nous. Il s'en délivre en quelque sorte à notre détriment d'une certaine façon. Oui, tout à fait. La forme d'une ville, c'est aussi la forme de l'affect. Je veux dire, le fait qu'on nous présente la capitale bombardée, détruite, qui est quand même le cœur du pays, le cœur de soi, etc. Pompéi détruit, voilà. La ville, qui est une espèce d'image de ce qu'on peut être aussi, elle est envisagée sous l'angle de la destruction, avec bien sûr derrière tout ça Combray qui est la ville de l'enfance et que Proust va faire en sorte de rayer de la carte, voilà. Table rase en quelque sorte. Oui, Combray qui est justement aussi déplacé pour pouvoir, au moment de la réimpression, à cette époque-là, pour pouvoir souffrir de l'invasion allemande, si je veux dire. Je ne suis pas suffisamment proustien, en quelque sorte, pour ne pas me poser la question. Comment cette transposition d'un événement survenu en 1918 à 1916, ça me choque quelque part. En tant que, est-ce que c'était donc pour des raisons d'économie romanesque? Enfin, c'est comme ça que ça devait se passer dans le déroulement chronologique de la recherche. Oui, alors il n'y a que 2 dates en tout dans les 3000 pages à la recherche des temps perdus. L'une d'elles, c'est la deuxième d'ailleurs, je crois, c'est en 1916. Alors, pourquoi Proust voulait sans doute se situer au milieu de la guerre, c'était l'année de Verdun, et comme il n'avait qu'un sens très approximatif des dates, dans les lettres que je viens de publier de la Proust à sa voisine, il ne met jamais l'année, ni le mois, ni le jour, mais il écrit parfois 1 heure. ou 3 heures. La seule date qu'ils connaissent, c'est l'heure. C'est la minute, mais l'année, il y en avait qu'une notion. Alors, il faut savoir aussi, bien sûr, que ce texte n'a pas été revu il aurait pu, bien sûr, il est mort avant d'avoir corrigé les épreuves, peut-être aurait-il modifié la date à ce moment-là et écrit 18, c'est-à-dire non, c'était pas ça. Je pense qu'il a voulu se situer au creux, au milieu de la guerre, à peu près, avant qu'on ne savait pas du tout comment les choses basculeraient, jusqu'à la 2e bataille de la Somme, où les troupes britanniques se sont illustrées de manière extraordinaire, d'ailleurs, au printemps 18, et même jusqu'en juin 18, on ne savait absolument pas comment les choses allaient se terminer. Donc, 18 aurait probablement été une mauvaise date, de toute façon. Mais effectivement, alors l'artiste croit pouvoir bouger les événements. Il ne se doutait pas du tout que des gens allaient chercher à quel jour exactement avait eu lieu le bombardement. C'est dont nous avons l'écho par sa correspondance aussi, bien sûr. Il faut savoir qu'il n'y a pas tellement de texte littéraire sur les bombardements de Paris pendant la guerre de 14, ni d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, du reste. Proust est un des très rares. Le seul peut-être, le seul à ma connaissance, mais il y a probablement 1000 romans sur la guerre que je n'ai pas lu, qui fassent état de ce genre d'événements, au point qu'on doit rechercher ce qui s'est réellement passé, combien de morts. Et les bombes sont évidemment tombées aussi sur le 8e arrondissement, et Proust sortait peut-être, si on veut pratiquer un biographisme naïf, de l'hôtel de la rue de l'Arcade, qui se trouvait très près de chez lui, dans le quartier de Madeleine-Saint-Augustin. Donc là, il y avait effectivement des bombes. Donc voilà, je pense à un transfert purement artistique. Je suis un peu intimidée de poser la question que j'ai posée parce que je suis dans un groupe de tels experts. J'aime lire Proust, mais pour moi, la lecture de Proust est très centrée sur le mot « le temps ».
Et je dis toujours aux Britanniques qui lisent seulement le premier volume, mais Proust, c'est la fin, c'est le temps retrouvé qui donne le sens de toute l'œuvre. Est-ce que je pourrais vous demander si, en fait, le temps de Proust, qui est une sorte de hors-temps, de sortir de tous ces temps que vous avez analysés superbement, Pompée, la Bible, etc., mais qui, finalement, à la fin, il est dans cet hors-temps au moment où il va mourir. Est-ce que c'est une question stupide ou pas? Non, aucune question stupide, mais la vôtre, en tout cas, certainement pas. Vous avez tout à fait raison. C'est certainement cela que cherche Proust. C'est à sortir du temps, c'est l'intemporel, de diverses manières. Et d'ailleurs, cela se trouve dès ce texte énigmatique de la petite Madeleine à propos de la mémoire involontaire, un peu de temps à l'état pur. C'est ça qu'il cherche. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a au moins deux temps, enfin, il y a beaucoup d'autres, mais il y en a au moins deux temps. Il y a le temps destructeur, le temps qui détruit tous les personnages du temps retrouvé, justement, pas seulement par les bombardements, mais par le vieillissement et la mort, et qu'on trouve jusqu'à la dernière page. Et puis ce temps-là, qui est celui des pavés inégaux, et qui est effectivement le temps retrouvé, et qui évoque une autre phrase de l'Écriture, la phrase de l'ange de l'Apocalypse, qui dit « il n'y a plus de temps ». Vous avez tout à fait raison, je crois, de le lire. Est-ce que je pourrais juste ajouter, est-ce que, en fait, c'est parce qu'il s'appuie sur tous ces temps historiques, ces temps du monde, comme la Bible, que cette idée peut s'envoler, peut être accentuée à la fin, au point de vue de création littéraire? Je n'en suis pas sûr, parce que, effectivement, Proust a un très grand sens de l'histoire, et son livre est porteur d'une philosophie de l'histoire. Mais ce qui nous fait échapper au temps, pour lui, c'est un autre phénomène. C'est celui qu'il appelle de la mémoire involontaire. C'est ça, véritablement, ces minutes d'extase que les romantiques ont connues sous d'autres noms, bien sûr, et d'autres encore, les mystiques également. Dans son cas, c'est une mystique purement laïque, purement athée. C'est plutôt ça. Il y a l'histoire qui le passionne, et puis, mais ce qui le passionne plus encore, c'est d'échapper à l'histoire. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, évidemment que votre question, elle est fondamentale. Hein. Alors, il y a certaines expériences de hors-temps dans la recherche qui sont, d'une part, comme l'a dit Jean-Yves, les expériences de mémoire involontaire et de réminiscence. Il y a la question du sommeil aussi, où à un moment, Proust analyse le sommeil comme un choc, une amnésie, une attaque cérébrale et neuronale, et il dit que c'est peut-être un moment où on vit dans le hors-temps, mais de toute façon, que ce soit, il me semble, dans le cas des réminiscences ou dans le cas du sommeil, l'extratemporalité dont parle Proust, elle est invivable. En tout cas, elle est présentée par le narrateur comme étant invivable, puisqu'au moment du trébuchement, hein, qui est ce mot fondamental proustien, sur les pavés, au moment où d'un coup il est dans la bibliothèque, une bibliothèque, hein, envahi de livres et de savoir et de temporalité superposée, comme l'a montré Jean-Yves. Qu'est-ce qu'il voit déferler dans cette bibliothèque? Il voit déferler une vague qui est une vague maritime, hein, donc qui vient directement du passé. Et le narrateur dit à ce moment-là, j'ai failli m'évanouir. On ne peut pas vivre l'ubiquité, en quelque sorte, si je puis dire, temporelle. Hein. Et donc ça me semble important de le noter. Donc il va passer par des biais. En tout cas, ce qui importe presque plus, il me semble, que l'extratemporalité, c'est que Proust cherche à sortir de la linéarité, hein, et à restituer à cette quatrième dimension, qui est une dimension sensible et corporelle, comme il le dit, lui restituer sa profondeur, avec le thème des échasses dans l'avant-dernière phrase du Temps retrouvé, par exemple. Bien, je crois qu'on a maintenant droit au café. J'espère